Salut YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de cette vidéo, dans laquelle un collectif d'historiens prétend débunker les erreurs et les mensonges d'Éric Zemmour sur l'histoire de France. Cependant nous avons vu à l'instant que l'empereur Marc Aurèle ne croit pas au hasard, et ça tombe bien, dans ce cas précis, moi non plus. Nous verrons que ces soi-disant débunkers, n'ont de débunker que le nom, et sont tout aussi pétris d'idéologie que leur cible, avec les biais et les erreurs que cela implique. Je tiens à préciser qu'on ne va pas aborder les 50 minutes de vidéo, ce serait bien trop long, on va surtout se focaliser sur les points que j'ai trouvés les plus pertinents. Posons déjà un préambule. Parler de débunker quand on parle d'histoire, qui n'est pas une science exacte, c'est déjà une erreur de vocabulaire. Sur quasiment tous les sujets historiques, vous aurez toujours les partisans d'une théorie, d'un fait, et en face d'autres historiens qui soutiendront le contraire. L'histoire n'est jamais neutre. Mais passons, regardons plutôt le fond. Pourquoi répondre uniquement à Éric Zemmour et pas à d'autres personnalités politiques, vous allez me dire. C'est vrai que tout le monde utilise l'histoire et pas forcément avec rigueur. Sauf qu'Éric Zemmour le fait avec une ampleur inégalée. C'est tout son programme qui est basé sur l'histoire. Il écrit des livres qui se présentent comme des livres d'histoire. Il la place au centre de sa démarche et non seulement il la déforme, mais surtout il la déforme de manière dangereuse. On peut être sérieux 2 secondes? Il y a la bonne manipulation historique et la mauvaise? Quand la gauche affirme qu'on est tous des enfants d'immigrés, c'est de la bonne manipulation, j'imagine? Tout d'abord, non, Clovis n'est pas oublié. Alors Éric Zemmour a écrit un livre qui s'appelle Destin français qu'on va beaucoup citer, et dedans il dit, je cite, Clovis est désormais jeté dans les poubelles de l'histoire, comme un témoin gênant. Donc là, il sous-entend qu'on parle plus de Clovis parce qu'il dérange, et que les historiens ne travaillent plus dessus. Et c'est Florian Besson qui corrige ceci. Je m'appelle Florian Besson, je suis docteur en histoire médiévale de l'Université Paris-Sorbonne, j'enseigne l'histoire-géographie dans le secondaire, j'ai fait ma thèse sur les États latins d'Orient et les croisades. Donc Florian Besson nous dit que c'est vraiment pas compliqué de se rendre compte que c'est complètement n'importe quoi, qu'on n'a pas arrêté de travailler sur Clovis. Il nous dit il suffit d'aller dans la base de données Regesta Imperi qui recense les travaux des historiennes et des historiens du Moyen-Âge. Si on tape Clovis dans la barre de recherche, on trouve 109 publications qui contiennent le mot Clovis dans leur titre depuis 1996, qui était une année de commémoration du baptême du roi. Donc il y a plein de publications, de colloques, etc. Alors du coup, peut-être qu'on peut se dire, en fait, Zemmour parlait plutôt des publications pour le grand public. Et là, Florian Besson répond aussi que, par exemple, en 2016, il y a eu un album de jeunesse Quelle histoire sur Clovis, une bande dessinée chez Glénat en 2021, un podcast de passion médiéviste en 2018, plusieurs articles dans les revues grand public comme l'Histoire, des vidéos très regardées sur YouTube comme chez Nota Bene, des expositions comme en 2021 Le Monde de Clovis au Musée Royal de Marimont, et qu'enfin Clovis est explicitement cité dans les programmes d'histoire de CM1 etc. Il s'agit du premier point, et on démarre déjà très mal. Eh ben mes cadets, eh ben mes petits frères, ça commence bien. Sophisme de l'homme de paille pour enchaîner sur un deuxième sophisme du type. Nota Bene a fait une vidéo, et on trouve des articles depuis 1996 qui parlent de Clovis, donc Clovis n'est pas oublié, Zemmour a tort. Le contre-argument avancé est donc le fait qu'il y ait eu 400 articles sur Clovis depuis 30 ans alors que ce qui est mis en avant ce n'est pas la recherche, puisqu'au final ces thèses ne seront lues que par une cinquantaine d'étudiants qui font eux-mêmes leurs thèses pour atteindre le nombre minimal de sources. On connaît le protocole à partir du moment où l'on a été doctorant. Zemmour, quand il dit que Clovis est oublié, il parle de la culture populaire et des traditions. Clovis n'a pas la notoriété qu'il mérite auprès des institutions, de l'État, de l'école et finalement du grand public. Et il a raison, Clovis n'est enseigné à l'école que quelques heures en CM1. Il est totalement absent des programmes du collège et du lycée. Quand à côté tu passes des semaines au collège à étudier l'Empire romain, et la Chine des ânes, qui sont encore plus anciens et éloignés, c'est vraiment du foutage de gueule. Et ce n'est pas faire un bouquin pour enfants, une bande dessinée, ou une exposition dans la campagne qui contredit ça. On parle du fondateur spirituel de la France, pas d'une obscure figure révolutionnaire régionale. Il n'y a qu'à voir le traitement fait à leurs figures historiques par d'autres pays pour le comprendre, la Turquie avec les premiers Ottomans, Alparslan ou encore les Mongols de Gengis Khan. Les Anglais avec leurs diverses dynasties, leurs héros de la guerre de 100 ans, les Américains avec les mythes fondateurs de leur révolution contre la couronne anglaise, etc. C'est incroyable cette mauvaise foi quand on prétend débunker. C'est ce déni des racines qu'évoque Zemmour, et ce ne sont pas 2 bouquins pour enfants et 3 choufins qui prennent des photos d'une Francisque dans une obscure exposition de 3e zone qui changeront les choses. Après c'est évident que dans des émissions dédiées à l'histoire ou publications d'historiens on parlera de Clovis. Mais Zemmour raisonne à l'échelle nationale, éducation, école, etc. Les jeunes générations ne connaissent de Clovis que le nom. Alors oui c'est sûr qu'un passionné va trouver des livres ou des vidéos sur le sujet. Et encore, pour avoir cherché des vidéos sur les Mérovingiens pendant des semaines j'ai fait le tour en 2 jours.
Mais quand tu cherches des infos sur le sujet, tu en trouves un. Si je veux tout connaître sur les topinambours, il y a des livres qui en parlent, des sites et même sûrement des anecdotes d'histoire. Mais on peut pas dire qu'à l'école ce soit trop ça. Et ce n'est pas Manon Bril qui me contredira sur ce point. Qu'enfin, Clovis est explicitement cité dans les programmes d'histoire de CM1. Clairement, cette croisade dont Zemmour parle, qui est la première et qui a eu lieu entre 1095 et 1099, n'a pas sauvé l'Europe chrétienne vu qu'elle était pas du tout menacée. Il n'y a rien de faux dans ce que dit Zemmour. Il ne fait que reprendre Grousset qui restera le meilleur dans le domaine. L'Europe chrétienne était bien menacée avant la première croisade. Les chrétiens d'Orient étaient persécutés, et il suffit de lire l'allocution d'Urbain II retranscrite dans le récit en latin de Baudry de Bourgueil et de Fouché de Chartres, pour comprendre que c'était un moteur de la première croisade. Entre la prise de la ville de Jérusalem en 1073 jusqu'à l'arrivée des croisés, c'est-à-dire 25 ans, les chrétiens étaient même bannis de la ville. Les sources islamiques pendant les croisades nommaient l'ensemble des croisés les phalanges, ce qui signifiait les francs, et ce dans toutes les sources, qu'elles soient arabes, turques ou perses. Les Roums, c'est-à-dire les chrétiens d'Orient, étaient persécutés et c'est la principale raison du lancement de la croisade des barons par le pape Urbain II. C'est même le tout début de son allocution de Clermont. Et contrairement à ce que dit Éric Zemmour, les conquêtes islamiques sont finies depuis un bon moment. Ah bon? Alors il est vrai que les Turcs seldjoukides se sont emparés de Jérusalem en 1073, soit 25 ans avant l'arrivée des croisés, mais est-ce que tu es vraiment sûr que c'était la fin des conquêtes islamiques? Quid de la prise de Jérusalem par le vizir fatimide, qui s'est déroulée en août 1098, soit un an avant l'arrivée des croisés? Tu te contredis toi-même sur ce point. Les Turcs seldjoukides, qui ont constitué la dernière expansion islamique une vingtaine d'années plus tôt, les conquêtes islamiques sont finies depuis un bon moment. Pourquoi? Deuxièmement, la croisade n'a rien d'une victoire française. Zemmour confond volontairement les termes français et franc. Pourtant c'est bien considéré comme une campagne française par le consensus. Il y avait quelques Anglais et Byzantins certes, mais le gros des troupes et des commandants étaient des Francs. Quand Zemmour utilise le terme français, il parle du fait que la majorité des croisés étaient originaires de France, c'est-à-dire le domaine royal et ses vassaux. Ce qui est factuellement vrai en soi. Ou alors les Francs ne sont pas les racines de la France parce qu'ils sont des envahisseurs du Nord, ce qui est idiot. Et tous ces peuples ne se définissent pas comme français. Il y en a qui vont le devenir, mais des siècles plus tard, explique l'historien. De toute manière, à cette époque, la notion même de France n'existe pas. Il faut attendre plusieurs décennies pour qu'elle apparaisse. Alors oui et non. Effectivement la notion de France telle qu'on l'entend aujourd'hui n'existait pas, il y a cependant erreur sur les dates. Tout d'abord Charlemagne, nom transformé car de son vrai nom, Karl el Magnus, avait pour but de restituer l'Empire romain. Le pouvoir ecclésiastique se considérait encore romain. Et c'est le découpage de son empire par héritage auprès de ses fils à sa mort, qui jeta les bases de ce qui deviendront la France et l'Allemagne. Ce qui n'était pas alors des nations, car l'apparition d'une nation est un processus qui prend des siècles. Cependant il est reconnu que l'on peut parler de nation française à partir d'un succès littéraire, la chanson de Roland, aux environs de l'an 1090, soit pendant la première croisade, qui atteste d'une reconnaissance culturelle commune sur un territoire. Charles Martel, c'est pareil. Alors qu'on sait très bien qu'en face, Charles Martel, il y a eu quelques hordes de Sarrasins. Bon, c'est vrai que c'est un arrêt, donc c'est important, mais c'est pas une victoire nationale, loin de là. S'il n'y avait pas eu Charles Martel pour stopper l'avancée musulmane qui avait déjà conquis et établi un califat en Espagne, une bonne partie du sud de la France aurait été islamisée. Donc oui, Charles Martel a gagné des batailles décisives qui ont stoppé net l'avancée musulmane. Je rappelle qu'à partir de l'année 737, il reprend successivement Avignon, Nîmes, Maguelone, Agde, Béziers, et fit le siège devant Narbonne. C'est l'attaque des Saxons dans le nord qui va l'obliger à quitter les lieux. Cependant en 759, son fils Pépin le Bref termine ce qu'il a commencé, reprit Narbonne et écrasa définitivement les envahisseurs musulmans. Avant la bataille de Poitiers, il était déjà gouverneur d'un royaume franc. Cependant cette bataille, bien qu'elle soit controversée sur le lieu et la date, a servi son prestige personnel en unifiant les royaumes francs autour de sa personne. Il est également important via son fils Pépin et la dynastie carolingienne que ce dernier a instaurée. Ici les deux camps ont tout autant raison l'un que l'autre, et vouloir affirmer votre interprétation comme étant la vérité actuelle signifie juste que vous souhaitez fermer le débat. Non, il n'y a pas eu de génocide vendéen. Encore dans Destin français, Éric Zemmour parle de l'épisode de la guerre de Vendée. Donc c'est une guerre civile pendant la Révolution qui oppose les armées révolutionnaires aux royalistes de Vendée, qui sont pour beaucoup des paysans. Et Zemmour utilise le terme de génocide pour désigner la violence dont fait preuve l'armée révolutionnaire contre eux, ce qui est un poncif récurrent d'extrême droite. C'est à nouveau Guillaume Lancereau qui répond à ça avec son collègue Vincent Denis. Bonjour, je suis Vincent Denis, je suis maître de conférence en histoire moderne à l'Université Paris 1
historien au Panthéon-Sorbonne. Je suis spécialiste du XVIIIe siècle et de l'histoire de la Révolution française. Donc les historiens rappellent que ce n'est pas du tout correct de parler de génocide, parce qu'un génocide, ça suppose l'intention d'exterminer une population et l'organisation de cette extermination. Et c'est pas le cas ici, pour plusieurs raisons. D'abord, les Vendéens, ce n'est pas un groupe national, ethnique ou religieux, et les violences ne sont pas exercées dans un territoire ciblé. Ensuite, les révolutionnaires n'ont pas du tout eu de doctrine systématique concernant la Vendée. Contrairement à ce que dit Zemmour, qui prétend que personne n'a été épargné, ils n'ont pas traité les Vendéens comme un bloc ennemi, parce qu'il y avait aussi des républicains en Vendée. Et le vocabulaire utilisé est d'ailleurs révélateur, les gens ne sont pas tués en tant que Vendéens, mais en tant que brigands. C'est le terme employé par les révolutionnaires pour les désigner, qui date d'ailleurs de l'Ancien Régime. El famoso génocide vendéen qui n'en est pas un, juste parce que ce n'est pas une personne qui dirige l'opération. S'il fallait se cantonner à ce que vous considérez être un génocide, alors d'autres n'en seraient pas non plus, celui des Amérindiens par exemple. Premier point, certes il y avait en effet de nombreux Vendéens républicains qui soutenaient le nouveau régime, en revanche les catholiques royalistes fidèles au roi qu'ils soient des femmes, des enfants et des vieillards, étaient systématiquement massacrés. Donc le second argument, il y a des républicains là-bas donc non tous les Vendéens se sont pas fait tuer, tombe à l'eau. On a tué et je le répète de façon systématique tous les catholiques fidèles au roi, donc ça correspond bien à la définition moderne de génocide. Ce serait également oublier que le royaume de France a été fondé sur un baptême, et la République sur une guerre civile fratricide, des massacres, des viols de masse, des pillages, et même un génocide. Je poste ça là au cas où. On suspend des enfants par les pieds pour les noyer dans le fleuve, et on se sent comme un bon républicain humaniste. Second point, regardons la définition de l'ONU. Article 2, dans la présente convention, le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel. Meurtre de membres du groupe, atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe, soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe, transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. Donc de deux choses l'une. On parle explicitement d'un massacre organisé par la Convention nationale puisque, premièrement, Robespierre parlait des Vendéens comme un peuple dont il fallait se débarrasser. Deuxièmement, la lettre écrite par Lazare Carnot au général Turreau lui ordonne directement d'exterminer les brigands jusqu'au dernier. Les brigands étant un nom péjoratif pour désigner les Vendéens. En regardant la deuxième partie de cette définition, dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Les Vendéens rentrent donc parfaitement dans cette catégorie, puisqu'il s'agissait de catholiques royalistes qui ont combattu avec, et pour les prêtres réfractaires à la constitution civile du clergé. Groupe national et religieux donc. Le général Westermann écrira même, « Il n'y a plus de Vendée, citoyens républicains. Elle est morte sous notre sabre libre, avec ses femmes et ses enfants. Je viens de l'enterrer dans les marais et dans les bois de Savenay. Suivant les ordres que vous m'aviez donnés, j'ai écrasé les enfants sous les sabots des chevaux, massacré les femmes, qui, au moins pour celles-là, n'enfanteront plus de brigands. Je n'ai pas un prisonnier à me reprocher. J'ai tout exterminé. D'ailleurs Manon ne s'est pas rendu compte qu'elle s'est contredit une deuxième fois, puisqu'elle a dit que les Vendéens n'entrent pas dans la catégorie groupe national et religieux, tout en les appelant dans le même temps les royalistes. Les Vendéens, ce n'est pas un groupe national, ethnique ou religieux. Aux royalistes de Vendée, aux royalistes de Vendée, aux royalistes de Vendée. Pourquoi? Troisième point, le 21 février 2007, les députés Lionel Lucas, Hervé de Charette, Véronique Besse, Louis Guédon, Joël Sarlot, Hélène Tanguy, Bernard Carayon, Jacques Remillet et Jérôme Rivière, ont présenté à l'Assemblée nationale la proposition de loi relative à la reconnaissance du génocide vendéen de 1793 à 1794. Le 6 mars 2012, les députés Dominique Souchet, Véronique Besse, Bernard Carayon, Hervé de Charette, Nicolas Dhuicq, Marc Le Fur, Lionel Lucas, Jacques Remillet et Jean-Hubert Schlag, ont à leur tour proposé un projet de loi visant à reconnaître officiellement le génocide vendéen de 1793 à 1794, et comportant le même article unique 9. Cette fois encore, la proposition de loi fait référence à l'ouvrage de Reynald Séché, « La recherche universitaire a longtemps été verrouillée idéologiquement et quasi muette sur les événements de Vendée. Mais à partir de 1986, elle commence à leur consacrer des travaux importants.
Non, les Français n'ont pas créé l'Algérie. Dans Mélancolie française, Zemmour dit que c'est la France qui a fondé l'Algérie en réunissant des tribus nomades. Et cette fois, c'est Sylvie Thénault qui répond à ça. Je suis Sylvie Thénault, je travaille sur la colonisation de l'Algérie et la guerre d'indépendance. Je suis directrice de recherche au CNRS, au Centre d'histoire sociale des mondes contemporains. Donc elle nous explique que la conquête du territoire algérien par la France commence en 1830. Or, à ce moment-là, il y a en place une régence, la régence d'Alger. Toute la vidéo, vous ne faites que jouer sur les mots et tordre la réalité en faisant bien exprès de pas comprendre. Cette histoire autour de l'Algérie est grotesque. Vous nous expliquez à juste raison que l'entité France est une construction politique fruit de plusieurs siècles d'histoire complexe, mais derrière ça nous vend une Algérie contemporaine aux racines pures et légitimes, alors que l'histoire de ce pays est encore plus bâtarde que celle de la France. À l'époque où les Algériens constituaient un véritable État, ils ne s'appelaient pas Algériens. Ils s'appelaient Numides, Romains, Vandales, Byzantins, puis Arabes. Ici un manuscrit du XIXe siècle qui nomme explicitement les Numides comme étant les ancêtres des Algériens. Algérie, c'est un mot français, tiré du nom de la ville d'Alger. Quand ils sont devenus algériens définitivement, mes ancêtres habitaient dans un beau pavillon en banlieue parisienne avec eau courante et électricité. Bon, j'exagère volontairement cette phrase, mais vous avez compris l'idée. La France n'a d'ailleurs pas non plus développé l'Algérie. Sylvie Thénault nous fait le bilan de l'Algérie après 1945. L'économie est sous-développée, il n'y a pas d'industrie, très peu d'emplois dans les campagnes et de la misère partout, d'où l'immigration vers la métropole. Bah oui, forcément. Quand tu pars de zéro, il faut du temps pour créer la Silicon Valley. La population algérienne a dramatiquement diminué à partir de 1830, et pas qu'avec les épidémies et les famines, mais aussi avec les violences militaires que Zemmour passe sous silence. Ensuite, la croissance démographique reprend dans les années 70-80. Croissance démographique de l'Algérie, 1856, population musulmane en milliers, 2310. Population non musulmane, 159 292. 1866, population musulmane en milliers, 2656. Population non musulmane, 217 990. La croissance démographique avait reprise bien avant. Elle fut cependant freinée entre 1867 et 1870 à cause des épidémies de typhus et de choléra, mais uniquement pour les musulmans, avant de reprendre son cours en 1872. La population non musulmane, elle, a continué d'augmenter pendant cette période. Non, Vichy n'a pas protégé les Juifs français. Éric Zemmour a dit sur Europe 1 le 26 septembre 2021 que Vichy a protégé les Juifs français et donné les Juifs étrangers. Alors ça aussi, c'est un argument classique des pro-pétainistes, dire que Vichy aurait mené une politique du moindre mal face à la pression du Reich et que pour protéger les Juifs français, le régime a donné les Juifs étrangers qui étaient sur le territoire. Et c'est totalement faux aussi. C'est Laurent Joly qui répond à ça. Je m'appelle Laurent Joly, je suis historien, directeur de recherche au CNRS et je travaille sur l'extrême droite française, de l'affaire Dreyfus jusqu'à nos jours, ainsi que sur le régime de Vichy, sa politique antisémite et la manière dont on a écrit l'histoire de Vichy de 1945 jusqu'à aujourd'hui. Donc Laurent Joly nous rappelle les chiffres et la chronologie. D'abord en 1942, de juillet à novembre, Vichy déploie toutes ses forces pour arrêter et livrer les Juifs étrangers et leurs enfants, dont la plupart sont français, car nés en France. En 4 mois, c'est donc 36 000 Juifs déportés. Ensuite, après novembre 42, quand la France est entièrement occupée et que le gouvernement n'a plus de souveraineté, qu'il est totalement sous le pouvoir de l'occupant, là il faut 20 mois aux nazis pour réussir à déporter 32 000 Juifs. Ensuite, Laurent Joly rappelle que depuis plus de 50 ans, les chercheurs, grâce à de nombreuses et minutieuses enquêtes, ont démontré que si les 3/4 des Juifs ont survécu en France, c'est avant tout grâce à l'aide de la population et au manque de zèle des fonctionnaires qui devaient les arrêter. Par ailleurs, certes, le régime de Vichy avait pour projet de se débarrasser des Juifs et pas des Juifs français les plus enracinés. Cependant, il les a tous persécutés en instaurant des lois d'exclusion, une spoliation qui visait d'abord les Français. Il n'a donc pas du tout protégé les nationaux. Laurent Joly explique que tous les Juifs, français ou étrangers, se sentent en danger dès l'été 1949 et que beaucoup tentent de s'enfuir ou d'entrer dans la clandestinité, ce qui les conduit à se faire arrêter. Bref, le bilan parle de soi. Sur 74 150 Juifs déportés, 24 000 sont français, dont plus de 7 000 enfants. En 1940, il y avait 190 000 Juifs français sur le territoire. 24 000 déportés, ça fait 87,4% des Juifs français qui ont été épargnés par les déportations. Écoutons d'ailleurs ce que Robert Paxton a à dire sur le sujet. Ils ont une très forte envie de renvoyer les réfugiés allemands de nouveau en Allemagne. Donc on voit germiner une distinction entre juifs étrangers et juifs citoyens français. Au courant de ces 2 premières années, Vichy parvient de faire reporter l'arrestation et déportation de juifs citoyens français, espérant
que la déportation des immigrés, des réfugiés arrivés aux années 30 serait suffisant. Et c'est là où, dans cette idée de France comme protecteur des Juifs, il y a un petit germe de réalité, c'est souvent le cas, mais c'est quelque chose qu'on commence à voir seulement en été 42. En décembre 41, il y a une arrestation de 700 et quelques Juifs par les Allemands, y compris un certain nombre de personnages importants, notables juifs de nationalité française. Cette arrestation est très terrifiante pour Vichy. Ça enfreint la souveraineté française de façon très visible. Ça veut dire que le régime de Vichy, aux yeux du monde extérieur, n'est plus souverain. Donc, il y a une réaction très, très forte à cette arrestation. Et on commence à voir dans les déclarations des autorités françaises aux Allemands, on voit sortir pour la première fois cette distinction. Pétain n'a jamais demandé explicitement que les citoyens français ne soient pas déportés, mais il y a l'idée que les étrangers doivent partir d'abord. La France a perdu moins de sa population juive que d'autres pays occupés comme la Belgique et surtout la Hollande, où c'était terrible. Antoine Goya en avait d'ailleurs consacré une vidéo à ce point. Extrait. Au cours de l'été de l'automne 1942, 27 000 juifs apatrides furent déportés à Auschwitz. Il restait environ 70 000 juifs apatrides dans toute la France. C'est alors que les Allemands firent leur première erreur. Persuadés que les Français, tellement habitués désormais à déporter les Juifs, n'y verraient pas d'inconvénient, ils demandèrent leur accord pour inclure aussi les Juifs français, simplement pour faciliter les questions administratives. Cela provoqua une volte-face complète. Les Français se refusèrent obstinément à remettre leurs propres Juifs aux Allemands, et Himmler, informé de la situation, non par Eichmann, ni par un de ses hommes, mais par un des chefs suprêmes des SS et de la police, lâcha aussitôt du lest et promit d'épargner les Juifs français. Mais c'était maintenant trop tard. Les premières rumeurs concernant les réinstallations circulaient déjà en France, et même si les Français antisémites ainsi que les non-antisémites auraient bien voulu voir les Juifs étrangers partir s'installer ailleurs, les antisémites eux-mêmes ne désiraient pas se rendre complices de meurtres de masse. C'est ainsi que les Français refusaient maintenant de franchir le pas qu'ils avaient envisagé avec empressement peu de temps auparavant, à savoir la révocation des naturalisations accordées aux Juifs après 1927 ou après 1933, ce qui aurait rendu susceptibles de déportation environ 50 000 Juifs supplémentaires. Ils se mirent aussi à faire d'interminables difficultés pour la déportation des Juifs apatrides ou autres Juifs étrangers, au point qu'on dut en effet laisser tomber tous les plans ambitieux d'évacuation des Juifs de France. Donc dans les faits, Éric Zemmour a encore une fois raison. Les Français se sont opposés à la déportation des Juifs français, le gouvernement y compris. Les chiffres le prouvent. Intéressons-nous maintenant aux personnes qui interviennent dans cette vidéo, ça sent fort la neutralité. Alia Aglan, politiquement engagé pour Emmanuel Macron. La neutralité on vous dit. Florian Besson, professeur d'histoire géo dans le secondaire, a écrit des articles sur le Moyen-Âge dans la fantasy et dans Game of Thrones, et a déjà également publié contre Zemmour. La neutralité on vous répète. D'ailleurs juste pour l'anecdote, il a publié 2 tweets le 10 novembre 2021 dans lesquels il écrivait « En histoire, on ne juge pas, on ne classe pas les gens, on ne distribue pas les bons points. » Face à ces manipulations, il est d'autant plus important de rappeler les fondements de la méthode historique, et de ne pas laisser tourner en boucle ces discours qui n'ont rien d'historique, mais tout d'idéologique. Un discours noble, sauf qu'à ses heures perdues, il publie aussi ce genre d'article. Voilà, c'est ce qui s'appelle un but contre son camp. Encore un appel, regardez encore, Anthony Lopez qui était battu, ballon qui va être rendu. Oh c'est incroyable, le kick jusqu'à la ligne. Jean-Luc Chappet, publication et post sérieux, pas plus d'infos. Vincent Denis, écrit des articles sur les violences policières, les sans-papiers. Jérémy Foy, fait des podcasts orientés sur les guerres de religion, pro-protestants. Claude Govard, assez connu en histoire médiévale. Laurent Joly, sans doute mon préféré de la liste. Auteur de théories du complot comme quoi Zemmour défend Vichy pour légitimer des actions qu'il pourrait faire plus tard. Mais relaie également sur sa page Facebook des articles qui comparent Zemmour à Charles Maurras, sur des sites de militants appelés Résistance à l'extrême. D'ailleurs tant qu'on parle de son Facebook, il ne se passe pas une journée sans qu'il se sente obligé de parler d'Éric Zemmour. On dirait qu'il est amoureux. Tu m'aimes, oui tu m'aimes, ne nuis pas. Guillaume Lancereau, plus philosophe qu'historien, n'a presque rien publié. Mathilde Larrière, fait des conférences avec le genre de titre « La Commune n'est pas morte, mais hélas Versailles non plus ». La Commune étant un mouvement d'extrême gauche. Mention spéciale à son livre « La rage contre le machisme ». On sent la qualité d'experte neutre sur le sujet.
Rappelez-vous ce que disait Florian. Ce n'est pas bien d'utiliser l'histoire pour faire de l'idéologie, visiblement ils ne s'écoutent pas beaucoup entre eux pour un collectif. André Loez écrit des articles pour Le Monde, journal de gauche, où il fait des critiques de livres. Gérard Noiriel, spécialiste de l'histoire de l'immigration, a écrit un livre sur Zemmour, et pas en bien. Mais n'a en général très peu écrit. Il se fera d'ailleurs épingler par un autre historien, Georges Bensoussan, pour sa comparaison abjecte de Zemmour avec Drummond. Nicolas Offenstadt, professeur à la Sorbonne ayant collaboré de nombreuses fois avec Libération, journal de gauche. Je n'ai pas tout vérifié, mais j'en ai assez vu. Et je pense que vous aussi. Il n'y a qu'une poignée de noms dans la liste qui ont un regard neutre sur la personne. Le reste étant déjà des anti-Zemmour convaincus, qui pour certains s'en prenaient déjà fréquemment à lui. Ce n'est pas un hasard si cette vidéo sort quelques semaines après l'annonce de sa candidature. Ce n'est pas un hasard si ce collectif est rempli d'historiens opposés politiquement à son bord. Ce n'est pas un hasard si Manon emploie souvent des termes comme raciste, complotiste, pétainiste, extrême droite, j'en passe et des meilleurs. Du complotiste, extrême droite, des idées racistes, pro-pétainistes, une idéologie de suprématie blanche. Le but ici n'est pas de chercher à comprendre, ou d'être au plus près de la réalité historique. Le but est clairement d'éliminer un adversaire politique, en disant que l'histoire nous appartient, et quiconque tente d'apporter des nuances est dangereux. Ce n'est pas un travail scientifique, mais un travail de militant politique, rempli d'erreurs et de biais. On aurait aimé la même rigueur de leur part quand notre propre président a dit qu'il n'y avait pas de culture française. Mais bon, il ne faudrait pas fâcher tonton Manu à l'approche des élections. Tout ce qu'ils reprochent à Zemmour, ils le font aussi. Construction d'un roman national, interprétation des faits pour coller à une idéologie, narration historique affirmative malgré l'absence de sources, recours au symbolisme pour simplifier le fait historique, interprétation anachronique, révisionnisme. Oui, Zemmour a recours parfois au raccourci et au symbolisme, mais la plupart du temps il vulgarise. La preuve c'est que les extraits mis en cause sont des brins de phrases extrapolées et déformées pour lui faire dire ce qu'il ne dit pas. Leur vidéo n'a pour but que de délégitimer tout débat autour du génocide vendéen, de la Révolution, de l'affaire Dreyfus, de la Saint-Barthélemy, de Vichy, etc. Résumons leur vidéo. Étape 1, dire que ce que la personne dit est faux. Étape 2, se reprendre et dire que ce n'est pas vraiment faux, mais qu'il existe plusieurs interprétations. Il ne dit pas que des choses fausses. Étape 3, prendre l'interprétation qui nous arrange le plus pour contredire l'autre, et l'imposer comme étant la vérité. Étape 4, dire que l'opposant est dangereux, ce qui ressemble davantage à une forme de sophisme, puisque cela ouvre la porte à tous les hommes de paille possibles et inimaginables, tout en constituant le niveau zéro de l'argumentaire. C'est ici que je vais conclure cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, portez-vous bien, je vous dis à la prochaine, et à bientôt.